vendredi 30 août. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Et il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à un autre épisode du F1 Podcast. Aujourd'hui, c'est votre guide pour le Grand Prix d'Italie qui se tiendra ce week-end en direct du circuit de Monza. Mais on débute d'abord avec l'actualité dans le monde de la Formule 1. Il est maintenant temps de faire la place à notre collaborateur du vendredi. Il est le pilote officiel du F1 Podcast, c'est-à-dire Jean-Christophe Trahan, le champion de la série américaine F2000. Comment ça va? Ça va top shape. J'espère que ça va aussi bien pour toi ce beau vendredi. Ça va super. Un 2 en 2. On avait le Grand Prix des Pays-Bas la semaine dernière. Maintenant, on a Italie. On se dirige vers Monza, un circuit qu'on appelle communément un circuit old school, que les puristes comme nous apprécient. J'imagine que c'est pareil pour toi, Monza. Ça doit être surtout que tu as la fibre Ferrari un peu à l'intérieur de toi. Donc, ça doit toujours réveiller des bons souvenirs. Oui, exact. On essaie d'avoir, ouais, c'est ça comme si j'étais un vrai tifoso officiel, là. Mais je reste resté objectif. C'est toujours un classique. On dirait que peu importe qui arrive à chaque année, on réussit d'avoir une tangente intéressante dans la course, malgré sa simplicité. Il y a toujours du bon racing, là. Vraiment, là, haut pourcentage de choses. Ouais, exact. C'est un temple, on peut le dire. Là. Ils disent que c'est le temple de la vitesse. Ben, c'est ça aussi. On rentre là-bas, il y a tellement de Exact. souvenirs. C'est un circuit qui date des débuts de la F1. On a un paradoxe là, maintenant. Ben, on s'en va dans des circuits plus urbains, on se dirige vers les villes, on s'en va, tu sais, on dénature un peu le sport. Donc, quand on est capable de retourner comme ça, vraiment à l'ADN de la F1, ben, pour nous, c'est toujours un plaisir. Je te parle aujourd'hui, on va passer un peu les sujets d'actualité comme on en a l'habitude. Ce qui a retenu l'attention cette semaine, bien sûr, eh bien, c'est le remplacement de Logan Sargent, donc il ne terminera pas la saison chez Williams. Est-ce que c'est une surprise? Je pense que non. De mon côté, ça n'en était pas une. Il y avait énormément de rumeurs comme quoi on allait dans ce sens-là. Quoique, j'étais quand même surpris qu'on avait décidé de poursuivre l'expérience du côté de Williams à la fin de sa première saison. Je pense qu'on a été bons joueurs. Souvent, on critique d'autres écuries, un peu comme Red Bull peut nous venir facilement en tête à ce moment-là. Lorsque le docteur Marco décide qu'il remplace un pilote ou que ça ne fait pas l'affaire, on se fout un peu des sentiments, autant des partisans que du pilote. Si ça fait pas l'affaire, ça fait pas l'affaire, on passe à l'autre chose. Du côté de Williams, James Hall a décidé de donner la chance aux coureurs, c'est le cas de le dire, donner la chance à l'Américain Logan Sargent de se faire valoir. Il disait que c'était pas une situation très facile puisque on l'a pris de la F2 pour le tout de suite lancé dans une F1. Pas vraiment d'essai ou de pratique. Là, tout de suite, tu es obligé de se mesurer au meilleur. Mais forcé d'admettre là, que ça n'a pas fonctionné. L'échantillon était rendu assez gros pour savoir que ça ne fonctionnerait pas non plus avec le temps. Donc, on a décidé de le remplacer. J'imagine que ça t'a pas surpris, mais est-ce que le remplaçant t'a surpris? Parce que on avait avancé des noms comme Mick Schumacher, même si je trouvais que Schumacher c'était un peu changé 4,30 sous pour une pièce, si on permet l'expression, là, puisque dans le sens que Schumacher a été remercié en F1 parce que il endommageait trop ses voitures, il coûtait trop cher aux écuries. Et c'est la même problématique qu'on avait avec Logan Sargent. On avait aussi la particularité que la saison prochaine, eh bien, on a déjà 2 pilotes sous contrat, donc c'était seulement pour 9 courses. Du côté de Red Bull, on avait avancé qu'on était prêt à passer le pilote Liam Lawson, rendre service à l'écurie Red Bull quand on a des gens à l'interne dans notre académie. C'est l'option qu'on a décidé de prendre du côté de l'écurie britannique. Donc, on est allé avec Franco Colapinto. Pour les gens qui ne le connaissent pas, eh bien, c'est un Argentin de 21 ans. Il occupe présentement le 6e rang en Formule 2. Donc, il est quand même en train de faire ses classes. Il n'est pas aussi si déclassé que ça. Il se trouve quand même dans le top 10 au championnat. Puis, il a déjà, ben là, présentement, il est pour l'écurie MP Motorsport qui participait à son championnat. Puis, il a déjà été aussi champion d'Espagne en 2019. Puis, il a déjà aussi gagné la série européenne des Le Mans. Donc, c'est un gars qui a quand même un parcours. C'est un gars qui est très suivi par les Argentins. Il n'y a pas beaucoup de pilotes argentins. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu en F1 d'ailleurs. Donc, je te demande, le renvoi de Sargent, t'es peut-être pas surpris, mais le candidat qu'on a choisi chez Williams, est-ce que c'est ce que tu avais en tête de Franco Colapinto pour succéder à Logan Sargent? Si on était pour comparer tous les pilotes qui ont un certain mérite qui auraient pu être éligibles, pas vraiment, mais en même temps, il fait partie du driver development. Clairement, c'est bien d'une famille ou d'un environnement fortuné pour qui
sécuriser un siège comme ça, c'est pas tant un problème, advenant qu'un problème comme il y a eu avec Logan Sargent. Puis pour aller dans la même lignée que toi, on dirait que Logan, oui, j'étais pas surpris qu'il se fasse mettre dehors éventuellement, mais de la manière qu'elle a été faite, en deux Grands Prix qui sont des deux Grands Prix de suite, c'est un peu weird. Puis le remplaçant, oui, c'est comme, tu te remplaces avec quelqu'un de complètement neuf. Quelque chose qui aurait dû être pensé bien à l'avance si c'était pour être effectivement le cas. Fait que je sais pas trop c'est quoi le but après ça d'aller mettre quelqu'un qui est vraiment hors position, qui s'est pas vraiment tant prouvé un vieux, pas, je dirais, à un rythme qui est vraiment obscène de juste être upgradé de la F2 à la F1 comme ça. Mais ça a l'air un peu forcé. La manière que ça a été forcé, ça a été avec un petit peu de apport financier euh, très rapidement. Ben, je partage ton Ah, opinion. Je partage ton opinion dans le style que ça ressemble à de l'improvisation quand on vient d'arriver d'une pause de plus de 3 semaines. Normalement, oui, ça aurait été le moment idéal pour procéder au changement. Donc, le fait qu'on ne l'a pas fait, qu'on a décidé quand même de se présenter à Zandvoort avec Logan Sargent, je pense que tu es vraiment pas loin de la vérité quand tu avances que c'était pas en tête, là. C'était pas dans la tête de l'écurie de James Vaz de dire je vais remercier Logan Sargent. C'est vraiment ce qui a fait la goutte qui a fait déborder le vase. Puis Kevin Fontaine nous apportait ce point-là lors du podcast de lundi. Puis j'étais d'accord avec lui aussi que lorsqu'on a regardé la sortie de piste dans la séance de libre du samedi matin à Zandvoort, la face que James Vaz a fait on était ouais, ouais. capable de lire dans son visage que c'était terminé. C'était vraiment, là, j'ai dit l'expression la goutte qui fait déborder le vase, mais c'est là que ça en était assez. C'était évitable, ce contact-là. On sait qu'on apportait des grosses améliorations dans ce week-end-là du côté de Williams. Après ça, en plus, on a eu la disqualification, qui n'était pas la faute à Logan Sargent, mais ça vient ajouter un week-end à la frustration de tout ce qu'on avait. Donc, je suis vraiment pas surpris que c'est rendu là, mais je suis d'accord avec toi. Le fait qu'on n'a pas décidé de le faire durant la pause d'été, mais on a plutôt fait entre deux courses. En plus, seulement une semaine de repos entre les deux. On décide d'y aller avec une décision comme ça, en plein milieu de semaine, comme quoi qu'on passe à autre chose. Eh bien, ça prouve un peu que oui, on avait trop attendu, puis là, on s'est retrouvé à prendre une décision comme ça. Moi, je suis content qu'on fait appel à notre relève. Comme je le disais, tant qu'à aller rendre service à Red Bull puis les aider à faire une meilleure évaluation de Liam Lawson, aussi bien de prendre une meilleure évaluation de tes pilotes. Puis le côté monétaire que tu as amené aussi, ça aussi, je te dirais que tu es pile sur la vérité parce que on mentionne que il y a déjà des nouveaux, ça c'est confirmé, il y a déjà des nouveaux commanditaires qui vont s'ajouter à Williams. On les voit peut-être pas déjà là, sur la voiture au cours du week-end, mais les ententes ont été signées comme quoi il apporte de l'argent avec lui. Ces commanditaires argentins qui l'ont suivi tout au long de sa carrière, ben, vont le suivre en F1. Puis on parle là, dans une entente qui frôle les 4 millions de dollars, qui pourrait même les dépasser là, avec les prochaines semaines, avec ce qu'on va continuer de paraffer là, comme contrat. Et à ce moment-là, 4 millions, ça vient pratiquement rembourser ce que Logan Sargent nous a coûté en dommages durant la saison. Donc ça, c'est un pensée bien pour Williams aussi quand on sait qu'on avait ça sur la table parce que puis nous, dans notre podcast au Québec du F1 podcast, on était capable de voir qu'il se tramait quelque chose chez Williams après le Grand Prix des Pays-Bas. Ben, si je suis un commanditaire ou l'agent de Franco Colapinto, ben, je prends le téléphone puis j'appelle aussi James House pour dire, écoute, moi, j'ai quelqu'un à te proposer. Voici ses statistiques. Tu le connais bien dans ton académie. Puis, je suis capable de te faire un transfert de 4 millions si tu dis oui. Je pense que ça vient forcer la main, puis on peut quasiment dire que c'est un offre que tu peux pas refuser, là. Je sais pas ce que tu en penses de ton côté, là. C'est, comment dire, ils ont pris la balle au bon, vraiment. Je suis sûr que son agent ou son représentant ou son manager, peu importe, ceux qui sont le pont entre eux et Williams ont dû sauter sur l'opportunité aussitôt qu'ils ont vu les images. Mhm. Si moi j'étais dans sa peau, parce que pour que ça se passe aussi rapidement, il a dû avoir une réaction appropriée à ce qui est arrivé à Logan Sargent, ce qui est ça coûte trop cher encore, c'est inacceptable, on fait travailler nos gars encore pour rien. Puis là, tu as quelqu'un, une main magique qui dit hey, si tu te débarrasses de lui, on va te mettre un pilote de ton académie pour prouver que votre académie marche, parce qu'il va être probablement meilleur que Logan Sargent, et on paye pas toujours dommage pour la saison. Je veux dire, comme tu dis, une offre, tu vas pas refuser. Je veux dire, il y a un problème écrit, le problème est réglé. La seule différence, pas le même pilote. Du Pas le plug même and genre de play, comme. résultat. Ouais, Exact, exact. Totalement. c'est ça. Je t'emmène sur un autre sujet. On pourrait reprendre l'expression de plug and play. Valtteri Bottas, qui serait probablement un des candidats numéro un pour conserver
son siège dans l'écurie Stack Sauber qui deviendra Audi à compter de la saison 2026. C'est peut-être trop avancé de dire qu'il serait le pilote Audi. Je t'explique pourquoi. L'offre qui est présentement sur la table, c'est une saison. Donc, on sait, je le mentionnais, il reste encore une saison à Stack en F1 et à Sauber, donc avant qu'on se retire et qu'on laisse toute la place aux géants allemands. Est-ce qu'on veut se donner la chance d'évaluer un peu plus Valtteri Bottas en lui offrant un contrat d'un an? Est-ce qu'on veut gagner du temps pour se trouver un autre pilote pour mettre aux côtés de Nico Hülkenberg? Je veux savoir ton opinion là-dessus. Si tu étais avec les dirigeants de Audi présentement, est-ce que Valtteri Bottas est ton unique candidat possible? Est-ce que tu es d'accord, toi, avec l'idée? Est-ce que tu achètes cette idée-là de dire on lui donne un contrat d'un an, puis on continue de l'évaluer, puis moi, je continue de chercher ailleurs pour trouver qui sera notre duo parfait avec Nico Hülkenberg pour la saison 2026? Moi, j'y donnerais, là, juste pour pas dire que c'est un contrat d'un an, je donnerais un contrat d'un an et demi, renouvelable à la mi-saison. Mhm. Je l'évalue pour une saison, anyway, c'est une équipe en développement. Tu prends une équipe de fond de gré, même si tu as tous les budgets d'Audi, il y a toujours une courbe à aller aplatir d'apprentissage. On l'a appris avec Aston Martin, même à ça. Ils sont pas plus vraiment dans les listes d'un podium à chaque Grand Prix comme ils l'étaient. Non, ils sont Et vraiment au là, milieu du peloton. Là. Sont exact, assis au cinquième rang. Là, confortablement. c'est ça. Ouais, bien ben assis sur leur lazy boy au cinquième rang. Mhm. Et là, après ça, tu as une nouvelle équipe. Tu as besoin déjà des gars d'expérience. Ils ont Nico Hülkenberg, qui est un gars d'expérience, qui a probablement le même âge que Bottas, qui est techniquement beaucoup moins d'accomplissement que Bottas. Puis là, tu pourrais l'avoir pour un an et demi. Et là, un an et demi, ben, tu as la chance de réévaluer le pilote. Si la voiture est un peu plus compétitive, tu as des plus grands écarts entre les pilotes sur la grille, vu qu'ils sont plus hauts dans la grille. Au lieu qu'ils soient 18 et 20, mais là, ils vont être 12 et 18, mettons. Comme avec Haas, mettons. Ouais. Là, tu auras une meilleure idée de où est-ce que Bottas est post-Mercedes, une couple d'années avec une équipe de fond de gré qui est encore aussi réveillée que Hülkenberg. D'après moi, Hülkenberg va être vite, plutôt que tu dis go. Fait que ça va être, moi, c'est ce que je ferais, mais en même temps, il y a d'autres bonnes options. Puis Bottas, je veux dire, il faut pas renier non plus. On a beau dire ce qu'on peut dire. Il faut pas renier son expérience avec Mercedes, ses accomplissements. Un pilote extrêmement rapide, qui a toujours un bon flair de quoi qui est dans le même code postal, très près de la limite. Fait que, moi, je pense pas que c'est un mauvais choix, mais en même temps, il se vend pas trop en ce moment. Ça, je vais te le donner, ouais. Puis, on enlève de l'équation là, nos auditeurs, tu sais, on a des très belles conversations avec eux. Tu sais à quel point ils sont impliqués dans le podcast, puis on écoute ce qu'ils nous Oui, disent. On est toujours disponible aussi pour recueillir leurs commentaires, autant avec nos réseaux sociaux, sur notre page Facebook, Messenger et compagnie, notre adresse courriel, F1podcast en un mot, à commercial gmail.com. Voilà, c'est fait, vous l'avez eu. À ce moment-là, souvent, le nom de Théo Pourchère revient. La seule chose que je voulais dire sur Théo Pourchère, je suis pas prêt à y enlever qu'il n'est pas prêt à être en Formule 1. C'est un gars talentueux et tout ça. Sauf que Audi, ça serait une surprise de voir qu'on se tourne vers un jeune pilote. Parce qu'on a été clair depuis le début qu'on veut des vétérans et qu'on recherche des pilotes d'usine. Qu'est-ce que c'est un pilote d'usine? Eh bien, c'est quelqu'un qui a déjà travaillé dans le format d'écurie que Audi sera, c'est-à-dire qu'on va fabriquer un moteur et on va aussi fabriquer la voiture. Donc, on va être constructeur à part entière. Euh, à l'image de ce que Mercedes est présentement en Formule 1, on construit notre propre moteur et on construit notre voiture. Valtteri Bottas, tu le mentionnais, il a cette expérience-là de travailler comme ça, de développer autant la motorisation d'une voiture que le châssis et compagnie. C'est pas un ingénieur, Valtteri Bottas, c'est pas ce que je suis en train de dire. Sauf que dans le sens où ce que tu as beaucoup d'informations à transmettre à ton écurie et tu as une charge et une latitude de développement énorme. Donc, lorsque tu es capable de maximiser ça, bien, les performances peuvent suivre aussi. Les gains peuvent être beaucoup plus significatifs que lorsque tu es à la merci de d'autres, d'un constructeur qui fabrique des moteurs. Dans le temps, on se rappelle, Red Bull, lorsqu'on était pris à la gorge avec Renault, aussitôt qu'on a passé à une entente qui nous donnait une meilleure flexibilité avec le manufacturier japonais Honda, bien à ce moment-là, c'est là qu'on a vu les gains en performance et on a été capable pratiquement instantanément de commencer à aller à la chasse au championnat, autant constructeurs que des pilotes. Je dis pas qu'Audi va être capable de faire ça, mais c'est ce qu'on veut développer. Donc, on veut des gars qui ont cette expérience-là. C'est pour ça qu'on a regardé un gars comme Esteban Ocon. Esteban Ocon a été longtemps dans une écurie Renault où on faisait les deux. On le fera plus bientôt, mais on développe un châssis et un moteur. Même chose pour Nico Hülkenberg. Donc, c'est pour ça que Hülkenberg avait passé énormément de temps chez Audi aussi, pas chez Audi, mais chez Renault. Donc, c'est tout ça qu'on recherche. Donc, Valtteri Bottas, il vient cocher ces fameuses cases-là qu'on a établies depuis le début lorsque Audi se prononce dans les médias qu'on veut quelqu'un d'expérience avec
avec ce parcours-là en écurie d'usine. Donc, toi, ce que tu emmènes, c'est ça. Puis en plus, Valtteri Bottas, tu l'as déjà dit, je suis entièrement d'accord avec toi là-dessus. C'est un des pilotes des mieux, ben, un des meilleurs pilotes sur un tour donné. Ça paraît pas maintenant, là, parce qu'il conduit une stack. Sauf qu'en qualification, Valtteri Bottas est quand même capable de te donner leur juste sur la performance de ta voiture. 100%. 100%. Honnêtement, ils veulent développer une équipe qui serait potentiellement un challenger à Mercedes avec un pilote qui est passé à travers une équipe Mercedes qui était très bien rodée. Il va être capable de voir ou de peut-être dessiner des petites anomalies dans une chaîne de commande d'une équipe dysfonctionnelle qui est nouvelle. Puis on ne sait pas à quel point il y a de l'influence là-dessus. Moi, je ramène peut-être même du staff de chez Mercedes si je pourrais aller développer leur prochain plus proche concurrent. Mhm. Et parce que c'est aussi ils veulent aussi compétitionner directement sur la route, la vraie route avec leur véhicule de marque. Puis en Formule 1, c'est maintenant rendu le sport de course le plus populaire, pas maintenant réparti également. Fait que tu le vois, ça a une influence sur la valeur, euh, comment dire, la valeur et la valeur propre d'une marque. Oui, ça Ça va dépasse être la important pour compétition. eux. Ça dépasse la compétition du dimanche, là. C'est pas, c'est la Exact. compétition du week-end. Comme on dit, ça, c'est un point de la rivalité entre Audi et Mercedes. Mais comme tu le dis, chez les concessionnaires près de chez nous, on veut vendre des voitures, on veut vendre des voitures de sport aussi. Donc, c'est sûr qu'on veut pas arriver là puis se faire humilier. Et la preuve de ça, c'est que, veut pas, on est allé chercher Mattia Binotto de chez Ferrari. Anciennement de chez Ferrari. On a aussi été chercher Jonathan Whitley, dernièrement, qui sera le directeur de l'écurie. Donc, ces acquisitions-là pour emmener des cerveaux venant de des écuries qui sont au sommet ou qui ont déjà été au sommet, on le fait et c'est pas terminé. Là. Tu vas bien le mentionner, probablement qu'au cours de la prochaine année, dans le dernier droit avant l'arrivée d'Audi, on entendra justement des gens de chez Mercedes probablement sauter la clôture. On a déjà été cueillir chez McLaren, chez Ferrari et chez Red Bull. Donc, c'est certain qu'il pourrait y avoir des gens de Mercedes qui vont aller là, aider la conception du moteur. Puis d'avoir un gars comme Valtteri Bottas, ou ce qu'il en connaît déjà, c'est sûr que ça aussi, ça peut peser dans la balance. Juste en terminant, là, je veux pas éliminer cette option-là. Pour moi, elle l'est, mais je veux pas le faire à ta place. Mais Daniel Ricciardo qui est dans les rumeurs, est-ce que tu penses que vraiment c'est quelque chose de réaliste ou s'ils s'en vont par là, ben c'est vraiment pour une histoire de marketing. Puis même là, est-ce que ça vaut vraiment du marketing encore d'avoir Daniel Ricciardo là, dans ton écurie, là? On parle bien encore de chez Audi, right? Parce que lui, Ouais. il a la rumeur d'aller partout, là. Oh, ben, c'est parce que on s'entend, Parce qu'il il y a n'est nulle pas part à aller, renouvelé. donc il n'y a pas tout à aller. C'est ça, il est pas renouvelé, fait que c'est son agent lance des rumeurs un peu partout. On sait comment ça fonctionne dans le milieu, là. T'as des Ben gens oui. qui mettent ton nom sur les lèvres à tout le monde pour en pensant que ça devient du sérieux, mais je fais juste, dans le fond, je contribue à ce qu'il essaie de faire. Je mentionne son nom, mais c'est parce que, encore 100%. là, je sais qu'on a des auditeurs, je te le mentionne, les auditeurs du F1 Podcast, on les prend en considération. Je sais qu'il y a des gens qui vont me dire, hey, vous n'avez pas parlé de Ricardo, donc je veux juste on traite le dossier. Moi, pour moi, Oui, c'est oui, non, oui. mais de ton côté, est-ce que c'est non aussi? S'il y a vraiment plus d'autres options, puis que, je sais pas, pour une raison ou une autre, c'est juste des jeunes ou un vieux, puis un vétéran, disons, il n'est pas vieux. Mhm. Puis ça serait Ricardo, c'est pas un mauvais choix. Il va-tu encore faire son lit puis se coucher dedans? On sait pas. Mais tu sais, si On verra bien. je te dis On va le voir en Hülkenberg, testing. Puis finalement, Ricardo, est-ce que c'est un meilleur duo qu'Hülkenberg Bottas? je pense pas. Mais c'est Non, mon c'est opinion. ça. Moi non plus. Mon côté, moi non plus. En tout cas. Dernier sujet en terminant dans l'actualité, tu n'es pas sans savoir, rendu aujourd'hui, c'était partout sur les réseaux sociaux. On a entendu plus parler de ça que la journée des médias hier. C'est la voiture de sécurité qui est allée s'enfoncer dans le mur à la Parabolica. Eh bien, tu sais, c'est le pilote allemand, là, ça a été une mauvaise journée au bureau pour Burt Mylander. On va y en laisser quand même passer parce que c'est un gars qui pilote la voiture quand même depuis le début des années 2000. Il a manqué seulement qu'un week-end de course en 2001. C'était ici, au Grand Prix du Canada. Et il n'a pas de tendance à faire ce genre d'erreur-là. T'as pensé quoi de la situation? Plusieurs avaient des questions. Il semble avoir fait une erreur au freinage, donné un coup de volant. Est-ce que ça va l'air d'un gars qui a essayé de drifter la voiture? Est-ce que ça va l'air d'un problème mécanique ou simplement un mauvais point de freinage, de mal calculer son point de freinage, le manque d'adhérence avec la nouvelle surface sur le circuit de Monza? C'est quoi que tu as vu, toi, à première vue, dans cette petite crampe au cerveau-là de M. Mylander? Il y a deux options. J'ai pas eu aucune confirmation d'un ou l'autre et j'ai lu des affaires sur l'un ou l'autre, mais il y a deux solutions possibles. L'une venant de quelqu'un de son bagage, de son expérience, qui fait pratiquement jamais d'erreur puis qui est presque parfait, là. Il y a juste eu un autre incident, là, comme 20 ans, tu sais. Ouais, c'est ça. Sinon, je dirais vraiment que la première option, ça serait qu'il y a un bris mécanique
sur le freinage, clairement, tu vois la voiture, le nez tombe. Après ça, le derrière vous voit un peu, disant qu'il y avait une instabilité au freinage, au moment du freinage, pas avant. Puis après ça, là, en entrant la parabolique, là, le derrière part officiellement. Euh, une rotation complète, ça va s'effoirer dans la barrière quand même vite. Ça veut dire que le bris est arrivé à haute vitesse parce que la voiture n'a pas eu le temps de se ralentir. Mhm. Fait que c'est soit ce bris mécanique ou, encore comme tu dis, la nouvelle surface, il a pris son point de freinage de l'année passée ou je sais pas. Puis ben, il s'est juste compromis tellement qu'il il est arrivé trop vite, il n'y avait rien à faire. C'est les deux seules solutions possibles. Et une est un petit peu plate et l'autre est il n'y avait rien qu'il pouvait faire. Donc, d'après moi, c'est sûrement ça. Bon, ben, je te remercie parce que je pense que c'était la question que bien des gens avaient depuis ce moment-là de dire, écoute, c'est-tu un coup de terrible parce que on le voit notamment le coup de volant qu'il donne, mais c'est vraiment quelque chose qui s'est passé au freinage. Donc, d'avoir ton explication, je pense que ça éclaircit un peu plus les opinions que nos auditeurs et même moi pouvaient avoir concernant cette situation-là. Maintenant, si tu le veux bien, on va passer aux vraies choses, c'est-à-dire à la première séance d'essai libre qui avait lieu ce matin. Eh bien, c'est week-end de course en Italie, dans le temple de la vitesse. C'est un circuit classique du championnat du monde de Formule 1, c'est-à-dire qu'il est là depuis les tout débuts. Le championnat qui a vu le jour en 1950 et on a été sur le circuit de Monza compétitionner à toutes les saisons, excepté en 1980, où pour des questions de reconstruction et de raménagement, question de lui donner une cure de rafraîchissement, en 1980, on a décidé de transporter le Grand Prix à Imola, plutôt un peu plus loin que Monza. Mais on est tout de suite retourné les saisons suivantes. Donc, ça sera la 74e édition. Pourquoi qu'on dit que c'est le temple de la vitesse? Eh bien, c'est facile à comprendre lorsqu'on regarde les statistiques. C'est un circuit qui fait une longueur de 5,79 km et 72 du tour est disputé à plein régime. On atteint des vitesses de 362 km à l'heure. Seulement 11 virages, c'est un de plus que le Red Bull Ring en Autriche. 7 à droite, 3 à gauche. Et on a 2 zones DRS. Parlant des zones DRS, eh bien, la FIA est intervenue. On a décidé d'allonger une de ces zones-là qui fera maintenant 103 mètres. Donc, on l'a allongé de plus de 103 mètres. Donc, c'est quand même significatif. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Eh bien, on avait une tendance, là, puis on a décidé d'aller à l'envers de ça. Si on se rappelle le circuit, le Grand Prix en Belgique sur le circuit de Spa-Francorchamps, on avait raccourci les zones DRS. On disait que ça devenait trop facile de compléter des dépassements. Puis finalement, ça a fait l'effet contraire. On a eu un peu moins de dépassements, même beaucoup moins de dépassements dans les derniers Grands Prix depuis qu'on a décidé d'aller vers cette formule-là. Donc là, on essaye autre chose. On a dit on va allonger la zone de DRS. Est-ce que ça va favoriser des écuries comme Red Bull ou même McLaren qui est rendu assez puissant dans ce secteur-là? Ben, ça reste à voir, mais le but n'est pas nécessairement d'avantager des écuries, même si certains, ça leur fait plaisir de croire ça. C'est plutôt de ramener un spectacle intéressant, même si on a eu des bonnes courses, même si on a une compétition au championnat. Comme je vous dis, ça va à l'envers de ce qu'on essaie de faire depuis certaines saisons du côté de Liberty Media et de la F1, c'est-à-dire créer non seulement des courses rapprochées, mais créer aussi des bonnes bagarres en piste. Donc, c'est toujours dans le même but qu'on continue avec ces décisions-là. Si vous n'avez pas encore vu les images, ben, la première chose qui va vous sauter aux yeux, c'est non seulement, oui, la vitesse, mais aussi c'est ce nouveau bitume-là, là, cet asphalte-là qui a été étendu un peu partout, qui est très noir, là, parce que je veux pas, c'est frais fait, c'est très, très beau. Ce que ça va faire, ça, ça va venir changer l'adhérence. Donc, c'est un circuit qui est, quand on voit ça neuf, mais il n'y a pas encore cette fameuse gomme-là qui vient aider les pilotes à aller maximiser la vitesse. Donc, tout au long du week-end, soyez pas surpris de voir les temps descendre et elle va s'améliorer, cette piste-là. Elle va devenir de plus en plus rapide. Il y a aussi le fait que quand c'est noir comme ça, eh bien, ça garde la chaleur. Donc, si le soleil est de la partie, eh bien, il risque de faire extrêmement chaud, c'est-à-dire beaucoup plus chaud que ce qu'on a connu par le passé lorsque les F1 se sont présentés sur le circuit de Monza. Donc, ça pourrait venir jouer des tours et avoir des conséquences, oui, sur l'évolution de la piste, mais aussi sur l'usure des pneus. Mais faites-vous pas d'idée, Monza, c'est un circuit à un seul arrêt. Pourquoi c'est un seul arrêt? Bien, c'est à cause de la ligne des puits. La ligne des puits est dans cette grande ligne droite-là. Et comme on a la parabolica qui nous lance tel un slingshot dans cette ligne droite-là, eh bien, on est tellement en vitesse que lorsque vous décidez de faire un aéropluie, vous perdez tellement sur vos adversaires
qui arrive dans cette ligne des puits-là, dans cette ligne d'arrivée-là, eh bien, à ce moment-là, lorsque vous ressortez, vous êtes à basse vitesse et vous faites dépasser. Donc, à ce moment-là, c'est pour ça que les écuries vont souvent privilégier une stratégie à un seul arrêt. Les améliorations pour le week-end, eh bien, Jean-Christophe, je sais que tu es neutre toujours dans tes analyses, mais tu seras certainement heureux d'apprendre que Ferrari a 9 améliorations pour le week-end. C'est le plus gros package, le plus gros ensemble d'améliorations pour la saison. On a changé énormément de choses. Tout ça devrait venir aider. On a changé les canaux, la canalisation du plancher. Bien sûr, on est en effet de sol en F1 depuis le début de la saison 2022. Donc, c'est quelque chose qui vient toujours avoir un assez gros, un impact très grand sur les performances et la fenêtre de performance qu'on cherche à développer. Du côté de McLaren, eh bien oui, eux autres, ils n'en ont pas eu assez. Ils ont remporté le Grand Prix des Pays-Bas avec 23 secondes d'avance. Ils ont dit non, on en veut plus. Ils ont continué d'apporter des améliorations. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une évolution sur la forme des pontons en s'en allant en dessous du capot moteur. Donc, si vous êtes, vous avez l'œil aiguisé, vous pourrez voir une petite différence là. Pour le reste, c'est bien sûr, les écuries à Monza, on va toujours y aller avec une configuration à appui très, très basse. On veut enlever le plus de friction, comme on a des grandes lignes droites, un circuit à haute vitesse, on le dit depuis le début. Puis à ce moment-là, cette fameuse traînée-là qui est pas nécessaire, on veut garder un certain équilibre pour avoir un appui dans la petite portion où on a quelques virages, un enchaînement de virages, mais on veut surtout être compétitif dans les lignes droites parce que le nerf de la guerre, il se passe là. Donc, soyez pas surpris que tous les écuries ont une forme d'évolution, mais c'est toujours des évolutions qui sont propices à l'endroit. Pour le reste, ceux qui ont apporté quelque chose qui est différent de ça, eh bien, c'est du côté de RB. On a un nouveau plancher qui est censé nous aider, bien sûr, à augmenter les forces d'appui et à mieux contrôler la gestion de l'écoulement d'air vers les autres surfaces de la voiture. Et du côté de Sauber, une écurie qui a besoin de plus d'amélioration que n'importe qui, on a aussi apporté un nouveau plancher de ce côté-là. Lorsqu'on parle de configuration à bas appuis aérodynamiques, eh bien, Red Bull, eux, ont apporté un aileron qui est assez spécial, qui sort un peu de ce qu'on voit d'habitude. Normalement, on voit les ailerons qui deviennent, c'est pratiquement plat, plat, plat. Là. C'est quasiment si on n'en veut pas d'aileron arrière, on veut vraiment limiter le plus possible cette fameuse friction-là. Mais du côté de Red Bull, on a opté pour quelque chose qu'on n'a pas vu par le passé, c'est-à-dire qu'on a gardé cette philosophie-là d'être plat au milieu, mais on a quand même gardé les côtés un peu surélevés. Donc, ça fait une drôle d'aileron et ça t'a forcé à sortir un qualificatif. Comment t'as appelé ça, hors d'onde, cet aileron-là, Jean-Christophe? J'ai rien dit, comment dire, de trop subjectif, mais je dirais juste que c'était laid. C'est pas plus compliqué que ça. Oui, C'est pas- mais on va rester là-dessus. ouais, c'est ça la réaction, c'est bien laid. Ouais, ouais, c'est vrai que quand ça sort de l'ordinaire, on a nos habitudes, on est habitué de voir des choses, puis là on fait ah ok, bon, on l'a pas vu celle-là. Moi, je peux pas dire que c'est laid, mais c'est sûr que c'est particulier. Puis il va falloir s'habituer parce que si ça fonctionne, il y a fort à parier que tous les autres écuries C'est vont mieux avoir de ça. fonctionner. Pardon? C'est mieux, excuse-moi, c'est mieux de fonctionner parce que si c'est laid et c'est pas vite, là, c'est double trouble. Là. Ouais. C'est pas supposé Mais être le même. Mais normalement, on le sait, hein, beau n'égale pas nécessairement rapide et laid n'égale pas nécessairement lent. Sinon, il y a des 100%. voitures de F1 qui n'auraient jamais existé dans l'histoire, mais puis on finit toujours par s'habituer. Hein. Lorsqu'une voiture est rapide, on commence à la trouver belle. Donc, ça pourrait, il va vouloir, si jamais ça fonctionne au cours du week-end, il va falloir à parier que des circuits à configuration comme ça pour le reste de la saison, peut-être qu'on pourrait voir des formules chez d'autres écuries, mais du moins pour Monza l'année prochaine, on risque de copier cet aileron-là. Donc, ça reste à voir pour l'instant. Avant qu'on se lance dans le vif du sujet et qu'on commence à décortiquer un peu les séances d'essai libre, les gens du F1 Podcast sont habitués que la séance d'essai libre numéro 1, la EL1, moi j'ai l'habitude de la prendre, la rouler dans un papier là, bien serré et foutre ça à la poubelle parce qu'il n'y a pas grand-chose à tirer de la première séance d'essai libre. La seule chose qu'on va discuter aujourd'hui, pourquoi qu'il faut aborder le sujet, eh bien c'est Kimi Antonelli, ce jeune prodige-là qu'on parle déjà depuis un certain temps ici au F1 Podcast, qu'on vous mentionne comme quoi il sera, c'est pratiquement fait, je vous dirais, à 80%, à moins qu'aujourd'hui, ça a coûté très, très cher, comme quoi il sera le remplaçant de Lewis Hamilton la saison prochaine. Ce qui est arrivé, c'est que dans la première séance d'essai libre, il remplaçait George Russell. On sait, c'est un règlement à F1, on doit laisser sa place au moins une fois dans la saison à un jeune. Question que la relève arrive prêt en F1. On veut pas justement reproduire
des occasions un peu comme ce qui est arrivé avec Logan Sargent ou quelqu'un qui avait jamais piloté une F1 avant se présente là et connaît ses premiers essais libres, dans le fond, au début de la saison à Bahreïn, sans avoir nécessairement cette expérience-là. Donc, c'est ce qu'on veut faire dans cette formule-là. Donc, Kimi Antonelli prend la voiture de George Russell, il pilote un tour et demi, son tour de chauffe de préparation. Après ça, il s'élance. Il a un secteur 1 canon, secteur 2 canon. Il avait même des temps qui étaient meilleurs que ce que Lewis Hamilton avait produit. On est encore en début de séance. Et c'était beaucoup trop tôt pour pousser autant, puisqu'on l'a dit, nouvelle surface. C'est une nouvelle voiture pour lui aussi. Il est devant chez eux, c'est un Italien. Veut pas. Il y a l'adrénaline, mais il y a aussi le stress, toutes ces choses-là. Il arrive dans le dernier virage avant la ligne droite, cette fameuse parabolica-là, où même un gars d'expérience comme le chauffeur de la voiture de sécurité, Burt Mylander, a échappé sa voiture plus tôt dans le week-end. Eh bien, ce qui devait arriver est arrivé à Kimi Antonelli. Il a échappé l'auto, il a mis fin à sa journée. Il a aussi compromis la séance de célèbre à George Russell qui avait besoin de cette voiture-là en après-midi. Et pour le gars qui a eu 18 ans le 25 août, donc ça fait pas longtemps, c'est le 25 août, c'était cette semaine, eh bien, il a subi un impact de 45 G. Pour les gens qui ne savent pas c'est quoi ce 45 G, eh bien, les G, c'est l'effet d'apesanteur. Donc, lorsqu'on est tout simplement debout là, dans une journée où ce qu'on vit, on fait nos habitudes, ces choses-là, ben, on a un G. Donc, on a une fois le poids de notre corps. Donc, on ressent seulement ce qu'on pèse. Et lorsqu'on a un impact à haute vitesse, bien à ce moment-là, on va venir ajouter cette fameuse masse-là. Donc, si un G égale le poids de notre corps et qu'on sait que la moyenne des pilotes de F1 pèse environ 85 kilogrammes, ce qui est 187 livres, eh bien 185 livres fois 45, ça vient faire un impact de 8415 livres sur ce jeune homme de 18 ans-là qui en était à ses premiers élans dans une Formule 1. T'as pensé quoi de ça, toi, aujourd'hui? T'as vu la scène, qu'est-ce qui est arrivé de Kimi Antonelli? Est-ce que ça vient dans la même lignée que ce qu'il disait, je ne suis pas prêt à être en F1? Est-ce qu'on le force encore à être là, puis là, on joue un peu avec sa carrière? Ou c'est juste, ça fait partie de l'apprentissage, on s'y suit, puis on recommence? On est encore un peu trop tôt, je crois, pour dire que il est peut-être pas prêt, peut-être qu'il sait pas qu'il est prêt, mais aujourd'hui, il nous a prouvé ce que moi, je me doutais, c'est que ce qu'il disait, c'était vrai. C'était pas juste pour Mhm. impressionner plus lorsqu'il va être dans une auto. Toto Wolff, on dirait qu'il essaie un peu de sauver les meubles quand il va dans les médias, puis il dit Ah, ce qu'on a vu à un tour et demi, c'était stupéfiant, blablabla. Ça a l'air de plus lui qui a l'air un peu nono d'avoir fait son pari sur son pilote se met dans le mur en moins de 5 tours complets, même pas, quatrième tour à compléter. Puis là, son pilote se met dans le mur, puis il dommage la voiture pour le reste du week-end pour son coéquipier. La personne pour qui il va être son coéquipier l'année prochaine, George Russell. Ouais. Donc, ça, je sais pas, d'après moi, Toto, il est bien bon à jouer avec les médias, fait que là, il fait comme si de rien n'était, puis ben, on a juste besoin de voir un tour et demi là, de tour d'installation, qui est même pas rapide. Je veux dire, il était comme à la fin de la session, avec ses softs, à comme 2,2 secondes. Tu sais, qu'est-ce qu'il aurait pu voir de si impressionnant que ça? Je ne sais pas. Le temps le dira si il a vraiment vu quelque chose, puis il fallait absolument qu'il le dise parce que c'est vrai que ça paraît mal, ou il essaie juste de compenser pour se sauver la face un petit peu. J'ai vraiment hâte de voir, parce que aussi, il était supposé être annoncé à Monza, là, apparemment, là, selon les Ouais. potins, il était supposé être annoncé à Monza, puis que c'est son Grand Prix natal, il est tient deux, c'est aussi, on le sait officiellement qu'il n'y a personne pour ce siège l'année prochaine, blablabla. Puis là, c'est rare que c'est annoncé après le week-end de tout, c'est juste avant, ou il aurait fait juste avant son FP1 ou juste après son FP1. Qui sait? D'après moi, il aurait peut-être voulu avoir plus de données pour officiellement l'annoncer en Italie. Là, il s'est un peu tiré dans le pied, puis ça va être ça. Donc, l'histoire le Ouais. dira si, un, il va avoir son siège, et deux, s'il va être bon. Parce qu'autant qu'il essaie de faire du déni tout au long, comme tu mentionnes, on dirait qu'il veut pas accepter ce qui est arrivé. Il y a une chose qui se trompe pas, là. Kimi Antonelli, c'est un gars talentueux. Sauf que moi, ce qui Certainement. me dérange depuis le début, puis c'est pareil de ton côté, c'est le fait qu'il dit qu'il est pas prêt. Puis là, il arrive cette séquence-là. Est-ce qu'on joue sur sa confiance? La bonne nouvelle, c'est qu'il est remonté dans sa voiture de F2 dans la même journée. Il n'avait pas à attendre là, quelques semaines en pensant à cet accident-là. Là. Ça, je pense que c'est toujours une bonne nouvelle dans ce temps-là, lorsqu'on dit, lorsqu'on tombe de la bicyclette, il faut remonter le plus vite possible. Mais là, au moins, oui, il n'a pas remonté à bord d'une F1, mais quand même la F2, puis là, il a pu aller reprendre confiance et voir ce qui se passait. Est-ce que lui, du côté de son entourage, on avait déjà
exprimé quand même qu'on voulait qu'il termine sa saison en F2, qu'il voulait qu'on prenne son temps avec lui. Est-ce qu'on va retourner voir Toto Wolff et il dit non, il s'en vient pas l'année prochaine à cause de ce qu'on a vu? Ça reste à voir. Le problème, c'est que les options ne sont plus là. On en a parlé déjà depuis quelques semaines, comme quoi que le fait qu'on a perdu Carlos Sainz, on a perdu Nico Hülkenberg, qui étaient, selon nous, des bonnes options pour remplacer Lewis Hamilton pendant une certaine période. C'est sûr que c'est pas des septuples champions du monde, mais des septuples champions du monde, il y en a eu deux dans l'histoire de la F1. Donc, c'est pas comme si on est capable d'en trouver un autre tout de suite pour le remplacer, même si on essaie très fort avec Max Verstappen, qui est un triple champion. Mais c'est fini là, du côté de Verstappen. Ça n'en ira pas là, du moins pour 2025. Donc, on doit tourner la page, on doit vérifier, on doit voir pour autre chose. Est-ce que, comme on disait en début d'émission, est-ce que c'est ça qui ouvre la porte à Valtteri Bottas d'être un peu dur sur ses négociations avec Audi parce qu'il pense qu'il y a des conversations avec Mercedes qui pourraient être un plan B? Ça reste à voir, mais aujourd'hui, en tout cas, c'était pas le meilleur scénario. Moi, j'ai été déçu parce que je voulais en voir plus. On n'a même pas vu 10 minutes d'Antonelli. Moi, je m'attendais à voir beaucoup plus que ça, là. Mais ça enlève pas que, tu sais, j'ai vu, il y a beaucoup, là, les partisans d'Hamilton attendent, certains partisans là, attendent là, pour vraiment le crucifier puis dire, ah, il est pas aussi bon, il est pas, tu sais, il y a cette pression-là, puis là, ça n'a pas aidé aujourd'hui. Là, on a été vite à vouloir aller sur lui puis à vouloir y reprocher qu'il n'était pas capable de monter en F1 tout de suite. En tout cas, il y a beaucoup de danger avec ça, puis je ramène la même opinion que j'ai apportée il y a quelques semaines avec vous autres. Je pense que Toto Wolff joue avec le feu, puis il joue avec la carrière du jeune Antonelli, puis il joue aussi avec la carrière, avec l'avenir un peu de Mercedes, parce que, je veux pas, il fait partie de l'avenir. Oui, on a George Russell qui est un très, très bon pilote, sauf que Kimi Antonelli, ça fait longtemps qu'on le voit comme le prochain champion du monde possible pour l'écurie, pour les flèches d'argent. Donc, on joue un peu avec ce talent-là et c'est pas nécessairement une bonne nouvelle pour l'écurie. J'aurais juste dit une affaire comme c'est impressionnant à quel point il y a eu du hype bâti en avant de lui avant même qu'il conduise une F1 dans une situation de week-end de course. Ouais. Moi, c'est ça qui me surprend le plus. Puis là, tout d'un coup, la première fois qu'il se met dans une voiture, tellement de pression, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Mme Brown à la fin de tour. Mm-hmm. C'est pas très surprenant pour moi. Ouais, puis la comparaison, comme tu dis, quand tu dis le mot hype, là, c'est que tu sais, il y a beaucoup d'attention envers lui. Là, on met cette fameuse pression-là, on le met sur un piédestal un peu. Je pense que c'est quand même mérité, mais le fait il a juste été en formule régionale, mais lorsqu'on le compare pas nécessairement à Lewis Hamilton parce qu'il va le remplacer, puis on utilise beaucoup la comparaison avec Max Verstappen. Donc, c'est pas facile là, pour un jeune. Là. C'est comme quand tu débutes ta carrière, mettons, de joueur de hockey, puis on dit t'es le prochain Crosby, puis quand on ne te compare pas à Crosby, ben, on décide de dire que t'es le prochain McDavid. Pour des gens qui sont pas familiers avec le hockey, je sais qu'on a des gens qui nous écoutent de partout, ben t'es pas le prochain Ronaldo, mais t'es le prochain Messi. Mettons, en tout cas, vous serez d'accord ou pas d'accord avec cette comparaison-là, mais c'est un peu ce qu'on fait présentement. Là. On prend deux gars qui sont des exceptions, des talents générationnels, puis lorsqu'on prend pas, on n'emprunte pas la comparaison avec un, mais on le fait avec l'autre, donc ça aide pas, c'est beaucoup de pression autour de ce gars-là. Là. Certainement. C'est un poids, une montagne sur les épaules. Il y a une des plus grosses corporations mondiales et sur son dos. Non seulement ça, Mercedes, c'est la marque de voiture la plus vieille parce que c'est la première voiture qui a jamais existé. T'as tout ça en arrière de toi. Toi, t'es le prochain Messi là, de la lignée. Puis si tu Mhm. fais pas ce que Messi est supposé faire, ben t'es une déception. Hey, ça, Exactement. c'est plus de pression que tu peux te faire donner par n'importe qui dans l'environnement. Est-ce que potentiellement il y a le talent de euh, faire justice à toutes ces attentes-là sur lui? Moi, je pense que oui. Il y a un noyau là-dedans qui fait que Kimi Antonelli, c'est quelqu'un de spécial. Mais il faut qu'il soit. C'est quelque chose de précieux et de fragile. Il faut absolument qu'il le maintienne mieux que ça au lieu de le lancer au loup. Je comprends aussi que quelqu'un de spécial peut survivre et être lancé au loup. Ouais. Effectivement, les situations où ça maximise la chance de sortir vainqueur de n'importe quoi. En tout cas, je comprends, c'est fait à Monza. L'annonce est supposée être faite. C'était bien là, mais je pense encore qu'il est un peu trop jeune Ouais, ben pour son exactement. talent, pour ce qu'il a fait. Comme tu dis, on met tellement les attentes hauts qu'à un moment donné, il y a plus de chances qu'on soit déçu qu'on soit surpris. Plus tard en fin de journée, ben, c'était le temps de la deuxième séance d'essai libre, celle qu'on prend le plus en considération, parce que normalement, c'est celle qui nous donne l'idée la plus juste de la performance que les différentes écuries ont dans leur voiture et ce que les pilotes pourraient en extraire au cours du week-end. Celui qui a été le plus rapide, eh bien, c'est Lewis Hamilton avec un temps de 1:20,738 qui était intéressant, là, toi aussi, tu as noté la même chose de ton côté, c'est le petit écart hein, entre les voitures. Ce qui peut faire ça aussi, c'est justement l'inconnu, le fait que l'asphalte est nouvelle, qu'on a aussi modifié, hein, une petite modification du virage, la chicane, la première chicane, virage 1.
dans le fond, où il y avait eu la fameuse accrochage entre Hamilton et Verstappen il y a de ça quelques années, là, que la voiture, en 2021 exactement, que la voiture de Verstappen avait sauté puis était venue tomber pratiquement sur la tête d'Hamilton. Eh bien, ça, on a apporté quelques petites modifications. Ce qui fait pas vraiment l'affaire des pilotes. On veut garder, on le sait, un circuit, c'est très pur, Monza. Ça se rapproche très à l'ADN de la Formule 1. Donc, lorsqu'on touche ça, ben, il y a des pilotes qui se sont prononcés qui n'étaient pas d'accord, notamment Daniel Ricciardo et George Russell. L'écart, quand je dis qu'il était petit, c'est que Norris, qui a signé le deuxième temps, était à 0,03. Ensuite, on a Il te Carlos. manque un zéro, excuse. Ouais, Il te oui, il manque un 0,003. T'as raison. C'est encore plus proche, T'es mais oui. encore plus proche, c'est ça. Là, j'étais à un morceau de carton, puis c'est une feuille de papier, dans le fond. Ok, Exact, exact. c'est très, très proche entre les deux. Ensuite, on a Carlos Sainz, lui, qui est à 0,103. Donc, un dixième très, très proche. Carlos Sainz aussi. Piastri, la même chose. Lui, pratiquement, là, tu sais, il est à 0,120. Ensuite, on a Leclerc encore. Donc, pour faire une histoire courte, là, c'est qu'aller jusqu'au cinquième rang avec Leclerc, on est tous dans le même dixième de seconde. Fait que ça veut dire que ça peut aller à n'importe qui rendu dans la journée de samedi dans les qualifications. Ça, vraiment, le travail va se faire dans les garages de voir qui est capable d'améliorer et d'aller continuer à gagner là-dessus. Et le circuit va faire le travail aussi, puisqu'on a déposé de la gomme tout partout. Ça vient aider l'adhérence. Ça vient aussi aider le fait qu'il n'y aura pas de pluie au cours de la nuit. Du moins, on n'en annonce pas. C'est jamais ce qui peut arriver avec Dame Nature, mais dans les prévisions météo, il n'est pas supposé tomber de pluie. Puis la pluie, ce que ça fait, normalement, ça vient laver le circuit et ça vient tout gâcher le beau travail que les pilotes ont fait toute la journée d'étaler le caoutchouc. Russell, lui, est à 3 dixièmes et demi. Mais pourquoi Russell est là? On le dit, il y a une partie du tort qu'il faut donner à Kimi Antonelli puisqu'il a endommagé la voiture de Russell dans la matinée. Mais ça a pris un peu plus de temps à l'écurie pour réparer tout ça. Ensuite, Russell est embarqué tard dans sa voiture, donc il n'a pas nécessairement pu faire le même nombre de tours que les autres. C'est pas un gros écart. Là, on parle de 27 pour Hamilton et de 20 pour Russell les tours qu'il a eu le temps de faire. Ensuite, c'est Hülkenberg qui est septième, 4 dixièmes de différence. Daniel Ricciardo, huitième, à une demi-seconde. Vous voyez, là, on est déjà rendu à la huitième position, puis on est encore juste à une demi-seconde de différence avec ce que Lewis Hamilton a fait. Alonso, neuvième. Après ça, Stroll, dixième, Bottas, onzième, Magnussen, douzième, Albon, treizième. À surveiller, les Williams étaient très rapides en ligne droite. Donc, au cours du week-end, ce que ça signifie, c'est que si jamais on réussit à sécuriser une bonne position, ben certains pourraient avoir de la difficulté à dépasser la Williams. Même si Monza, c'est un circuit très rapide, on le dit depuis le début de l'épisode, c'est pas nécessairement la place qui est la plus facile à compléter des dépassements. Il faut être très téméraire et aussi avoir une bonne vitesse de pointe pour être capable de gagner cet avantage-là et de pouvoir plonger dans un des virages, notamment le virage 1, où ce qu'on peut essayer, où ce qui est la place la plus standard pour essayer quelque chose du genre. Là, j'ai nommé plusieurs pilotes. On est rendu à la 13e position. Je suis rendu à nommer un pilote Williams en Alex Albon. Et puis, je n'ai toujours pas parlé de Max Verstappen. Je ne l'ai pas oublié. Il ne s'est pas rien passé de grave avec Max Verstappen. C'est juste qu'il n'a pas essayé les gommes tendres. Il a essayé seulement les gommes médium. Vous le savez, il y a un écart de temps à ce moment-là qu'on peut voir. Normalement, ça peut jouer aux alentours d'une demi-seconde ou parfois ça peut être un peu plus. Donc, c'est pour ça qu'il est à 8 dixièmes et il est au 14e rang. Perez, 15e. On n'a pas de très bonne explication dans le cas de Perez, à part qu'il a fait 10 tours de moins que son coéquipier Verstappen. On cherchait les réglages, on cherchait à régler des problèmes sur la voiture et continuer à bâtir le momentum pour le reste du week-end. Tsunoda, lui, était 16e. C'est important de mentionner que Yuki Tsunoda est le seul des deux pilotes Racing Bulls à avoir toutes les améliorations pour le week-end. Donc, Daniel Ricciardo et lui, on ne fait pas jeu égal. Sur la voiture de Daniel Ricciardo, on n'a pas toutes ces fameuses améliorations-là. Donc, il a la version la plus ancienne de la voiture Racing Bulls. Du côté de Colapinto, il y a un bon début quand même. Quand on regarde 17e, mais l'écart entre lui et son coéquipier, on peut dire, est quand même respectable. As-tu été surpris quand même de Colapinto pour sa première journée? Est-ce que, selon toi, c'est la note de passage pour lui? C'est très, très bien. Un dixième et demi de son coéquipier, même pas un dixième. Ouais, un dixième et demi, exactement. Même pas deux dixièmes. OK, deux dixièmes. C'est quand Deuxième, même ouais. très respectable. Ouais. C'est pas à charrier non plus. Il est arrivé un petit peu.
un petit peu en retard dans son implication dans l'équipe Williams. Puis honnêtement, FP2, qui est des simulations tu sais, de qualification, comme on sait, ben c'est vraiment pas si mal. J'ai hâte de voir à la qualification que ça va avoir l'air comme écart entre les deux officiellement. Oui, exactement. Colapinto, là, on riait un peu de ça, mais puis on dit depuis le début Franco Colapinto, on s'habitue à son nom, mais pour les gens qui ont vu passer sur les réseaux sociaux, à sa première journée de travail, ben on a décidé qu'on le faisait travailler sous un autre nom. Je ne sais pas si l'erreur revient aux gens du Grand Prix d'Italie ou à l'écurie Williams, mais on avait marqué Colapinto sur ces fameuses affiches-là là, qui sont au-dessus des garages. Donc, ça a fait le tour des réseaux sociaux, puis ça a été assez vite que on s'est reviré de bord, puis on a changé l'affiche, puis on a inscrit le bon nom. Donc, quand tu dis qu'il est arrivé un cheveu sur la soupe, là, même l'écurie ou quelqu'un d'un paddock n'était pas trop sûr c'était quoi son nom. Fait que ça monte un peu. Puis il arrive quand même 17e, comme tu dis, un petit peu plus que 2 dixièmes de son coéquipier. Donc, c'est quand même quelque chose qui est très respectable. Gasly, 18e. Gasly est le seul autre pilote avec Verstappen à ne pas avoir essayé les gommes tendres. Donc, ça peut c'est certainement un impact sur sa journée de travail. 19e pour Ocon et 20e du côté de Guan Yu Zhou qui est rendu sa position et qu'il sera encore plus maintenant que Logan Sargent n'est plus là pour disputer le dernier rang de la grille avec lui. Donc, ça risque d'être son poste et incontesté maintenant à Guan Yu Zhou. Il sera probablement plus souvent qu'autrement 20e lors des 9 Grands Prix qui restent à la saison. As-tu quelque chose à dire de ce que tu as vu aujourd'hui? As-tu une analyse qui ressort plus que d'autres, à part que les voitures sont très prêtes et qu'on risque d'avoir un bon spectacle? Du moins, au moins la qualification, le risque de retenir l'attention de pas mal tout le monde. Oui, j'ai bien hâte de voir en fait à quel point Ferrari, d'après moi, ont un petit peu un frein à main en ce moment. Ah, OK. Peut-être 1 dixième sur 10. Moi, c'est mon. Ils ont tellement apporté d'amélioration qu'ils ont l'air de marcher bien, mais j'ai vraiment l'impression que les deux pilotes sont trop proches et sont trop proches avec le nombre d'améliorations qu'ils ont fait du premier rang. Ils ils veulent gagner leur grand. Ils peuvent se rescaper un peu leur saison en gagnant ou en compétitionnant pour une victoire. Avec, mettons, une victoire à Monaco pour Charles, puis on va dire une autre victoire pour un des deux à Monza. Là, tout d'un coup, ça fait paraître leur creux de mi-saison comme un peu rien. Puis là, tout d'un Mhm. coup, ben, c'est un peu plus des héros. Fait que selon D'après toi, moi, il y là, a un peu de ça qui se passe. Puis les Haas sont rapides. Ben, la Haas, qui est ouais. confortablement dans le top 10, est très rapide aussi, avec les améliorations de Ferrari. D'après moi, on va avoir peut-être une petite surprise de ce côté-là, mais jamais sans compter les McLaren et les Mercedes. Fait que selon toi, pour la bonne vieille expression en anglais, là, on traîne du sable du côté de Exact, des sacs Ferrari. de sable, puis on les met dans l'auto. Dans le tour pour pas montrer à nos adversaires que, dans le fond, on est beaucoup plus puissant qu'on l'est vraiment. C'est ça, on veut cacher un peu, on cache notre jeu du côté de Ferrari. Toi, c'est selon toi, à cause qu'on est très près, à ce moment-là, ça te dit qu'on a un peu joué avec les voitures pour empêcher les pilotes de trop en démontrer. Donc, les pilotes font de leur mieux, mais on n'est pas capable de dépasser la capacité de la voiture qu'on a restreinte du côté de l'écurie. Donc, toi, tu penses que Même c'est... avec leur vitesse de pointe exceptionnelle, même à ça. Ouais. En tout cas, on ne paie que pour attendre. Et oui, Mais tu as je bien pense que c'est raison. bon. On va être bien voir. Le point que tu emmènes est bon aussi. Je pense qu'on a peut-être vendu la mèche à un seul endroit. C'est le 6 km/h qu'on avait de plus Oui, rapide que la Red Bull de Max Verstappen. Oui, bien sûr, on n'était pas sur les mêmes pneus, mais quand même 6 km/h de plus dans la ligne droite. Je pense que tu as raison de là que peut-être que Ferrari ont caché à certains endroits, mais peut-être qu'on a oublié là que c'est peut-être l'indice qu'il y a quelque chose qui se cache là qui pourrait être très compétitif au cours de la journée de demain et même de dimanche. Ils nous ont surpris un peu hein, le week-end dernier à Zandvoort. On les attendait pas là, durant la course. Même on avait fait l'épisode ensemble le vendredi, puis oui. il semblait un peu nulle part. On semblait chercher, puis aussitôt qu'on a tombé en mode course, ben là, c'était complètement une autre partie. Donc, si on a été capable, bien sûr, on a sorti les données de pourquoi on était supérieur en course et si on a été capable de bâtir là-dessus, on ajoute à ça les 9 améliorations qu'on présente pour le week-end en Italie. On ajoute à ça l'effet tifosi qui nous suit partout dans la ville, qui court avec pour avoir des autographes. On ajoute encore à ça aussi le fait on s'est tourné du côté mode et vestimentaire avec des uniformes de noir, avec le carbone que je trouve très, très beau.
vraiment pour le week-end. Il y a juste je suis déçu un peu que la voiture, on a juste changé les numéros. Pour les gens qui n'ont pas vu ça, ben, c'est disponible sur nos réseaux sociaux. Là, vous pouvez voir la vidéo avec même les casques de Charles Leclerc et de Carlos Sainz qui sont spéciaux pour cette occasion-là. Donc, je pense que tout ça, tu as raison, ça peut ajouter à la motivation de venir frapper un grand coup. McLaren est dans le coup, bien sûr, ça, c'est pas de surprise. Red Bull le sera aussi. Je pense que Mercedes est là, jusqu'à quel point c'est dur à dire parce que des fois, on est très fort le vendredi, puis on se perd le samedi. Puis du côté, quand on est allé pour les simulations de course, ça paraissait très bien du côté de Red Bull. Même si Verstappen doit faire l'effort, il doit faire la différence comme il l'a fait depuis déjà plusieurs Grands Prix. On retourne même notamment jusqu'au Grand Prix du Canada où il doit vraiment, vraiment pousser sa voiture au maximum. C'est vraiment lui là, qui réussit à garder sa voiture à l'avant du peloton. Donc, c'est certain qu'il devra travailler très fort parce que la compétition sera féroce, mais je pense qu'il sera là. Si on n'est pas là le samedi, on sait que Red Bull ont l'habitude de faire des compromis pour être plus dominants en course. Est-ce qu'on peut toujours se permettre de sacrifier quelques dixièmes pour être capable d'être supérieur en course et de pas trop se désavantager le samedi? Ça reste à voir. Pour le reste, là, si je t'ai coupé un peu, tu étais rendu à Az. Az, t'as une belle performance. Mais Az, on a toujours été vite en ligne droite depuis le début de la saison. Donc, pour moi, C'est ça me vrai, surprend pas qu'ils sont là. exact 100%. Honnêtement, à part de ça, on peut juste attendre un bon spectacle parce qu'on a essentiellement quatre équipes qui ont de très, très bonnes chances et qui sont très près l'un de l'autre d'avoir la victoire dans une piste que la voiture fait plus ou moins de la différence. C'est pas en plus une question de réglage, de compromis de réglage avec tout ce qui est basse vitesse et très haute vitesse. Mhm. Donc, vraiment, comme je dis, on a peut-être que pour attendre et ça va être exceptionnel comme spectacle. Ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est Aston Martin. On a eu des problèmes par le passé avec la traînée. Lorsqu'on arrive à Monza, ça fait partie de l'équation. Oui, on est quand même à une demi-seconde. Mais est-ce qu'on est capable, est-ce qu'on a caché de la vitesse ou c'est vraiment le maximum qu'on avait des voitures aujourd'hui? Ça reste à voir, mais qu'on est capable de se classer dans la fin du top 10, puis que je suis curieux de voir demain. Ça, je trouve que ça va être une belle étude de savoir la progression d'Aston Martin. Si on a encore les mêmes problèmes qui perdurent, de dire que sur des circuits où ce qu'on a besoin d'énormément de vitesse, on sait qu'à Spa, ça n'a pas été excellent non plus. On a dû faire preuve de stratégie audacieuse avec Fernando Alonso qui avait fait un seul arrêt. Est-ce que c'est le genre de stratégie qu'on va aller où on est capable de se débrouiller dans des circuits comme ça? Parce que faut être capable de le faire. Si on veut progresser du côté d'Aston Martin, il faut qu'on trouve le moyen de se débarrasser de cette traînée-là pour être capable de performer sur des circuits à configuration rapide comme celui de Monza. Donc, ta prédiction pour le week-end, ce que je peux comprendre, c'est que c'est très, très dur. C'est dur de s'avancer, mais on y va avec une victoire Ferrari devant les Tifosi. C'est ce que je peux comprendre entre les lignes. Moi, en tout cas, je vais certainement mettre mes œufs dans ce panier-là, même si des fois, on est plus déçu qu'autrement. J'ai quand même toujours un, un petit côté toujours pour une belle course. C'est toujours une belle histoire d'une victoire de Ferrari à Monza. C'est comme si le monde faisait du sens. C'est comme si tout d'un coup, la vie avait repris de sa signification un petit peu plus. Ouais. Fait que moi, je suis pas, j'aimerais être moins biaisé, mais je le suis. Envoyez-moi une mise en demeure. Je suis comme ça. Mais pour Fait que, vrai, pour le reste, sinon, encore une fois, je pourrais pas prédire si j'étais complètement objectif. je pense que c'est quand même c'est quand même assez répandu que les gens aiment voir Ferrari. Il faut vraiment les détester puis avoir eu peut-être une rivalité avec eux. Là. Je veux pas parler pour tout le monde, mais pour avoir eu des discussions avec certaines personnes puis des gens qui m'avançaient qu'on aimerait voir Ferrari gagner à Monza parce que ça fait des belles images, ça fait un beau spectacle, comme tu dis. Ça va avec, c'est quasiment tiré d'un film quand on regarde ça. Là, comment que les tifosi viennent se rallier au pied du podium, un podium qui est impressionnant à Monza là, pour les gens qui ne l'ont pas vu ou qui s'en rappellent pas, eh bien, c'est une plateforme soulevée qui se rapproche des gradins du centre, là, donc une plateforme en rond. Il faut pas avoir le vertige pour aller là. Je me rappelle des images de Charles Leclerc lorsqu'il avait gagné le Grand Prix de Monza, là, qui brandissait son bras dans les airs et il venait s'appuyer simplement sur la petite clôture qui semble être faite en cadre d'acier. Là. Je sais pas si on a changé ça un peu. Ouais, Mais ça a l'air de rien.
C'est ça, ça a l'air de rien. Mais le plan en dessous, ben on a la vague de partisans avec les couleurs rouges de Ferrari, donc ils viennent chanter l'hymne national. Donc ça donne vraiment, vraiment des belles images. Puis le podium est très impressionnant. Donc si jamais vous ne l'avez pas vu, ben portez une petite attention, puis vous penserez à nous rendus là. Si ce conclut notre épisode d'aujourd'hui, ben il me reste juste assez de temps pour te remettre encore une fois nos remerciements, autant de ma part que de la part des auditeurs. C'est toujours très apprécié de t'avoir avec nous et d'avoir tes commentaires, questions, d'avoir le plus d'informations possible puis d'en profiter, de profiter pleinement de notre week-end de course. Donc, je te souhaite également un excellent week-end de course à toi, Jean-Christophe. Je te renvoie l'appareil aussi fort, mon Marty. Toujours apprécié d'avoir le travail que toi et avec les auditeurs, vous mettez, l'amour que vous mettez. Fait que moi, ça fait juste un plaisir d'y participer. Fait que, on se souhaite un bon week-end. Salut, Jean-Christophe. Yes, sir. Ciao. C'est ce qui conclut notre épisode du vendredi 30 août. Notre prochain rendez-vous sera lundi avec notre retour sur le week-end de course en Italie. D'ici là, je vous invite à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux, notamment sur Facebook, X Twitter, ainsi que Instagram, afin de discuter avec nous et de soumettre vos prédictions pour le Grand Prix de dimanche. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Je vous remercie de faire confiance au F1 Podcast et je vous souhaite un excellent week-end de course.